Bonjour tout le monde. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Mohamed Bounama, professeur associé à la faculté des sciences humaines et sociales à l'université. Bonjour Monsieur Bounama. Bonjour. بداية نستمع إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. فلنستمع إلى النشيد الوطني. Tout le monde. Bonjour tout le monde. Lors de cette conférence, nous allons aborder, Inch'Allah, les événements du 11 décembre 1960 avec M. Bounama. Il va nous rappeler le climat du 11 décembre. Alors, monsieur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Salam alaikum. D'abord, c'est un réel plaisir de nous rassembler aujourd'hui avec des figures de proue, des figures que nous connaissons tous, avec des jeunes aussi. Mais nous aurions le plaisir aussi, Inch'Allah, de revoir avec plaisir. Et un jour qui sera encore plus... avec des options plus fondamentales, Inch'Allah, pour une approche prospective dans le déroulement de ces assises-là, avec aussi une option plus académique qui, Inch'Allah, alliera et conciliera les étudiants avec ces personnalités-là, mais aussi, et en définitive, avec cet axe nodal de rapprochement entre les deux générations, qui est le Forum d'El Moudjahid, qui doit en définitive aussi constituer un bastion important, un bastion aussi pour l'historiographie, pour l'histoire, mais aussi pour sceller cette approche entre l'université et le monde pratique du journalisme, de l'histoire, mais aussi de toute la valorisation du patrimoine culturel et historique algérien. Cependant, mon intervention, ça va s'articuler sur trois axes essentiels, nodaux. Le premier, c'est en quelque sorte le déroulement de ces manifestations. Le deuxième, il a trait aux crimes odieux contre le peuple algérien, contre l'Algérie et contre son patrimoine. Et le troisième, si vous le permettez bien, qui a une approche purement prospective, mais qui concerne aussi l'approche mémorielle, qui est aussi un point nodal dans le segment et dans les stratégies de tout pays, qu'elles soient de stratégies politiques, économiques, sociales, culturelles ou historiques, bien sûr.
Bon, en revenant au premier point que j'ai cité, le déroulement de ces manifestations, il faut tout d'abord préciser que, si on parle du contexte qu'on vient de le préciser le modérateur, c'était un climat où la France faisait tout, à travers son président, De Gaulle, pour montrer, sur le plan international, qu'il y avait échec militaire et diplomatique du FLN, de l'ALN, mais aussi des institutions de la Révolution. Quand je parle d'institutions de la Révolution, il ne faut pas oublier le GPRA, le CNRA, le CCE, mais aussi le FLN, qui était le noyau, qui a fomenté, qui a construit, et autour de lequel s'est construit toutes ces institutions-là. Et l'ALN, qui faisait cette segmentation, cette jonction sur le terrain. Mais on avait oublié autre chose qui est encore fondamentale et primordiale dans la constitution des nations et des fondements des nations, le peuple. Le peuple est une arme redoutable, notamment en Algérie. Beaucoup de personnes, beaucoup d'historiens, beaucoup de théoriciens ont parlé de la spontanéité des manifestations. Je peux dire que ce n'était pas spontané. Ces manifestations-là étaient préparées par 130 années de soulèvement populaire, de résistance populaire. Ces années-là de résistance populaire, on doit les élever, bien sûr, elles sont élevées au rang de national, résistance nationale, donc, durant tout le parcours de la colonisation, de l'expansionnisme colonialiste. Il y a eu ces 6 années aussi de guerre de libération, la révolution algérienne. Il y a eu cette appropriation, la réappropriation du peuple, du sentiment nationaliste. Mais aussi cette forme de soudure qui s'est scellée, mais c'est aussi valorisée avec le combat de l'ALN, avec le combat aussi diplomatique et politique. Il y a eu ce raffermissement des liens, cette synergie entre un peuple et entre sa qiyada, pour le dire en arabe. Okay. Ce qui a formé cette nébuleuse qui a fait peur, non seulement aux colons, non seulement aux Pieds Noirs, mais aussi à la France. Ça, c'est une forme de liminaire que j'ai essayé d'avancer dans le cadre de cette petite intervention. Il faut dire aussi que, après la Deuxième Guerre mondiale, la France s'est fortifiée avec l'appui des Alliés. Elle s'est faite une certaine notoriété, mais elle a oublié aussi toutes les formes de crimes odieux qu'elle a perpétrés contre toute une nation, contre son patrimoine, contre le peuple, durant les massacres et les crimes odieux contre l'humanité. Durant... Est-ce que vous pouvez intervenir en arabe parce qu'il y a des TV qui... Ok, très bien. Il y a un TV qui veut faire passer diffuser des passages. وعلى هذا الأساس فقد ركزت في ديباجة تدخلي على أهمية مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ووضحت كذلك في بداية مداخلتي على 3 نقاط أساسية محورية مفصلية وهي ظروف نشأة وتلاحم الشعب في مظاهرات 11 ديسمبر وكذلك son impact يعني التأثير ديالها على ما سيأتي بخصوص يعني الأحداث الدبلوماسية والسياسية والتي آلت فيما بعد إلى استقلال الجزائر ووضع السيادة الجزائرية على الأرض والشعب وكذلك الحدود الإقليم. النقطة المحورية الثانية وهي تتعلق concernant le contexte. Oui. Concernant le contexte, M. Benama, est-ce que vous ne pensez pas que les annonces dans le général de Gaulle constituaient un peu un facteur qui avait mis le feu aux poudres? Parce qu'il y avait aussi la réaction des ultras qui étaient contre la visite de Gaulle
et qui était contre ces propositions. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ces propositions? Et est-ce que vous pensez aussi que c'est la visite qui a provoqué aussi la réaction des ultras et des manifestations en Algérie? Non, pardon, merci de préciser ce point essentiel. Bon, si on peut dire d'une manière, j'allais dire, laconique, lacunaire, parler de la visite de De Gaulle, du président De Gaulle à l'époque, qui s'est déroulée du 9 au 13 décembre 1960, et qui a voulu sillonner toute l'Algérie, pour ne pas dire de l'ouest à Tizi Ouzou, en 12, je crois, décembre. Non, ce n'est pas ça. C'est plus profond que ça. Ce qui a amené les manifestations est encore plus profond que ça, parce que j'ai parlé du sentiment nationaliste et du ressentiment de cette ségrégation et cette forme de crime odieux perpétré tout le long de la guerre aussi, des 6 jours, des 6 années plutôt. 6 سنوات والشعب الجزائري يعاني القهر، يعاني كذلك مختلف السياسات الإجرامية ضد الشعب، ضد كيانه كذلك أرضه، وضد ممتلكاته الثقافية. هذه كذلك لابد أن توضع كسبب أدى إلى نشوب هذه المظاهرات. كاين ان فاكتور واحد آخر كذلك اللي يوضح بينما كان دو غول يأتي بمشروع ديالو سون بروجي سينيك البروجي تاع Algérie algérienne, بين غيومي Algérie française et plus française que jamais اللي كان يمد فيه كانت عنده صبغتين دو زابروش بروسبكتيف. لابروش الاولى موجهه لي كولون لي بي نوار والثانيه موجهه الى الجزائريين. Il voulait tout simplement instituer un système et des dirigeants inféodés à la France. وهنا ما نساوش باللي GPRA, le FLN et le peuple algérien a flairé ce projet. Ce projet d'ailleurs que De Gaulle a institué dans les autres colonies. Il y a l'autodétermination, mais en Suisse, il y a des gens qui sont gérés par la France, c'est unique, une forme de relation étroite avec ce qu'ils appelaient les pieds noirs, la mer nourricière. Non, le peuple algérien, فاق لهذا الكمين هذايا. ولو أن يعني les pieds noirs ou les colons كذلك كانوا ضد هذه السياسة، لكن هم السياسة ديالهم كانوا البقاء فقط. البقاء en tant que maître incontesté sur les biens, mais aussi sur la terre et la gestion de l'Algérie. Parce qu'il y avait même des militaires, mais aussi des politiques qui étaient contre la politique de De Gaulle. هذا ما وضح تانيك. Beaucoup écrivaient à l'époque que les manifestations du 11 décembre ont contribué à dégrader l'ordre colonial, à démanteler l'ordre colonial établi par les autorités colonialistes françaises. هذه واش تسمى القوة تاع الشعب وين راهي نهار تتلاحم مع le politique et le diplomatique. ووضحت تانيك ما نساوش باللي quand on parle de contexte aussi qu'il y avait l'Assemblée générale au niveau des Nations Unies, hein, qui traitait de la question de l'autodétermination. Mais le 19 décembre, elle allait traiter aussi de la question algérienne. نشوف كذلك هنا الحدق تاع les institutions de la révolution, notamment GPRA, le FLN, mais aussi du peuple. Le peuple qui خرج ويقول l'Algérie indépendance, il parlait de l'indépendance, il n'a pas parlé d'autre chose. Et l'indépendance, ce cri, les manifestations étaient devant tous les journalistes internationaux. C'est un message direct à New York, où allait se dérouler aussi l'Assemblée générale sur la question algérienne et sur l'autodétermination. Ce qui démontre cette jonction de coordination sur le plan chronologique, mais aussi politique et diplomatique. Il y avait le congrès des non-alignés, des pays non-alignés, il y avait Bandang, il y avait les congrès au niveau maghrébin, etc. S'en est suivi aussi pour montrer que le GPRA ne se représentait pas
elle-même, mais elle représentait un peuple et que le peuple était lié d'une manière indissociable avec les approches politiques et diplomatiques, notamment de باش نتكلموا على بيان أول نوفمبر تانيك. بيان أول نوفمبر les répercussions تاعو في 11 décembre. La plateforme de la SOMAM et ses répercussions sur les manifestations du 11 décembre et qui ont duré plus de 3 semaines. كاين الناس بالك اللي شافوه في ألجي عين تموشنت تيرت mais c'était à Annaba aussi, c'était à Oran, c'était à Relizane, c'était dans plusieurs contrées, c'était à Tizi Ouzou. Et vous avez là, je l'ai reprise moi des archives, la couverture d'El Moudjahed le 15 décembre 1960 qui parlait du drapeau algérien qui flottait à Alger. J'ai entendu nos aînés aussi parler tout à l'heure dans leur discussion de l'étendard du Sanjaq l'Akhdar. يا أخي اللي ما عندوش علم يخرج سنجاق خضر يخرج حاجة خضراء يبين بها le drapeau algérien يبين بها l'élan solidaire du peuple avec ses institutions. Ça c'est extraordinaire, c'est important de le faire. Mais plus loin que ça, pour que je saute si vous permettez sur le deuxième axe, le troisième axe, l'aspect historiographique et mémoriel, les historiens ne doivent pas avoir cette vision parcellaire de l'histoire de l'Algérie. Parce que c'est des hautes stations de combat, c'est une station glorieuse. Il faut faire cet enchaînement de 1930, mais d'avant 1830. Parce que la France, elle portait et elle soulevait aussi l'étendard de la chrétienté. Charles Quint حاول يستعمر الجزائر باسمه شنو؟ باسم المسيحيه، باش نطغوا هذه الدوله هذه اللي راهي قايمه واللي راهي عندها la suprématie sur toute l'étendue de la Méditerranée. Si vous révisez et vous allez faire revisiter les traités et les conventions entre l'Algérie et la France, l'Algérie considérait l'Algérie en tant que gouvernement, en tant que royaume et en tant que régence. Tout ça a démontré quoi? Démontré que l'Algérie était souveraine. L'Algérie intercédait entre les États-Unis et d'autres pays. Elle faisait les bons offices parce qu'elle est respectée. L'Algérie, c'était le premier pays, le premier État qui a reconnu l'indépendance des États-Unis et qui scellait des conventions et des traités. Je ne parle pas de traités commerciaux, je parle de traités d'amitié et de paix avec la France elle-même. Et dire maintenant, quand le président français parle de rente mémorielle, j'ai fait un article où نشكر السيد المدير العام رئيس المدير العام للمجاهد راهو هنا والساده الصحفيين تاع المجاهد un article في المجاهد où on expliquait que ce n'est pas l'Algérie اللي تتكلم عن الريع الذاكره، لا فرنسا هي اللي تتكلم عن الريع تاع الذاكره، وقلنا له راك قريت قراءه خاطئه للرابور تاع ستورا اللي يتكلم على فرنسا اللي عندها هاد cette vision trop étriquée, trop biaisée على تاريخ الآخرين وخاصة على تاريخ الجزائر. بصح نولوا تانيك ونديروا اون فورم دوتوكريتيك حنا تانيك. إلا تكلمنا على لابروش ميموريال عندنا قانون 1988 اللي أكل عليه الظهر والشرب. Il faut que les institutions en charge de tout ce qui est patrimoine, de l'aspect patrimonial, de se hisser au diapason du discours politique, du discours présidentiel. حنا عندنا رئيس الجمهورية كي يتكلم على الذاكرة واش يقول؟ ما نسمحوش في الارشيف ديالنا، ما نسمحوش في الممتلكات الثقافية تاعنا وعلينا باش نثمنوها. لكن المسؤولين لازم كذلك يقوموا بهذا. Ils doivent aussi se hisser à ce diapason, à ce niveau, à ces exigences. Parce que كي نتكلم على التاريخ فرنسا واش دارت؟ فرنسا طلعت الارشيف au rang de trésor national. هذه قانونيا فرنسا راه يتكلم على كود دو باتريمون وين دخلت فيه الارشيف وين دخلت فيه كل ما يتعلق بالممتلكات الثقافيه والتاريخيه. حنا تانيك لازم سور لو بلان ليغال لازم يكون عندنا ان كونتكست ليغال جوريديك اي ريغلومونتير اللي يوضح لا فالوريزاسيون دو نوز ارشيف، لا فالوريزاسيون اوسي دو نوتر باتريمون اي اوسي نو سيمبول. المجاهد سيمبول، المقاوم سيمبول، المسبل سيمبول. Les amis de l'Algérie qui ont aidé l'Algérie, Jean Fitzgerald Kennedy,
لازم نحضروه نطلعوه على مستوى تاع صديق الجزائر وصديق الثوره الجزائريه. عندي دي زارشيف وين يتكلم ويساند الثوره الجزائريه اون طونك سيناتور باش ما نقولوش قبل ما يولي بريزيدون، ودعم هذا الخرجه تاع كذلك تاع الشعب الجزائري. Ce soulèvement qui a constitué un tournant dans l'histoire et la révolution de l'Algérie. هذه مهمة جدا. ونشوفوا باللي كي نتكلموا على التاريخ ولا نلقاو روحنا رانا فقيرين يا أخي شوية pauvres en écriture surtout sur ces j'allais dire ces manifestations. اللي دركا عندنا سند آخر مؤرخين فرنسيين، nous avons des amis مؤرخين فرنسيين، مؤرخين كنديين، أمريكيين، يابانيين اللي راهم يبحثوا يمشوا في تاريخ الجزائر. حتى كان مؤرخ أمريكي واش قال؟ قال l'Algérie a inventé quoi? L'indépendance. L'Algérie a inventé l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie a constitué un tournant de la vision politique française après 1962. Je voudrais passer la parole à M. Boukhalifa pour revenir un peu sur le contexte et sur les événements du 11 décembre. Paraît-il, enfin, il me semble qu'il y a des mythes qui se sont effondrés. Je vais vous en citer 3. Avec le 11 décembre, il y a le mythe des ultras qui pensaient que l'Algérie est française, éternellement française. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième, le second mythe, c'est que on disait dans la presse, etc., dans le discours officiel, qu'il n'y avait que quelques groupuscules de combattants qui combattaient la France et donc le peuple algérien était plus ou moins éloigné des événements. Et le troisième, c'est un peu j'en ai parlé, mais là, juste très très rapidement, c'était la politique de De Gaulle. La politique de De Gaulle qui voulait, à la limite... troisième voie. Voilà, qui voulait une troisième voie, qui voulait un règlement à la gaullienne. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ces trois aspects? Et puis aussi, il y a un quatrième, d'ailleurs c'est un historien, je crois, allemand, qui a dit que politiquement la France a subi avec le 11 décembre un bien fou. Donc 4 éléments, enfin 4, j'allais dire, allégations. Est-ce que vous pouvez, M. Boukhalifa, nous en dire quelques mots sur le... Je voudrais d'abord m'excuser pour ce retard, vous savez ce que c'est. Il y a deux choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord entre Algériens, c'est les victoires ou les défaites de l'équipe nationale et la circulation à Alger. Nous sommes tous d'accord avec ça. Je voudrais parler des manifestations du 11 décembre. C'est en fait revenir à évoquer l'ensemble du détricotage de la colonisation depuis 1954 et même avant. Décembre 1960 n'est pas une date. Décembre 1960 est beaucoup plus qu'une date, c'est un moment important, une halte importante, c'est la fin d'une méthode de lutte, c'est la fin d'un type de lutte et on est passé à quelque chose de supérieur, disons à la vitesse supérieure si on préfère, parce que l'acteur principal de l'histoire, c'est-à-dire le peuple, entre en scène. Il n'est plus l'élément mobilisable par l'élite révolutionnaire, mais il avance en tant que peuple, en tant qu'Algérie. Un autre élément que je voudrais souligner, la guerre de libération nationale ne se limite pas à un conflit entre la France et l'Algérie. C'est un conflit universel en ce sens qu'il a opposé des colonisés à des colonisateurs. Troisième élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est ici, en Algérie, que l'Empire français a éclaté. C'est ici, en Algérie, que la notion d'empire, qui avait 400 ans d'existence, c'est en Algérie qu'il s'est écrasé, qu'on n'a plus parlé d'empire. Il restait quelques petites, des îles encore, dont certaines avaient choisi ce qu'on appelle la départementalisation pour les raisons qui sont les leurs, mais ici, en Afrique, grâce au combat du peuple algérien,
en Afrique et dans le monde, la notion d'empire et d'impérialisme va changer. Elle va devenir, ce n'est pas l'impérialisme en tant que tel qui s'est écroulé, mais c'est la notion d'empire colonial. Et ça, c'est grâce à cette révolution populaire, cette guerre. Et à l'intérieur de la guerre, il y a eu la révolution. C'est à l'intérieur de cette guerre qui a commencé en 1954, qui s'est donné un esprit, qui s'est donné un sens politique international avec le Congrès de la Soumane. Et c'est avec cela que la guerre en cela que les manifestations du 11 décembre ne sont pas une date, une simple date. Le peuple est rentré un jour. Pourquoi? Parce qu'il faut dire aussi une chose. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles se sont passées. L'arrivée du général de Gaulle, quand on lit ses mémoires, on veut bien le croire lorsqu'il dit qu'il avait dans l'esprit que l'indépendance, parce que, effectivement, elle était inéluctable, parce que le principal ennemi de la France et le principal allié des Algériens, c'était l'histoire. On ne peut pas lutter contre l'histoire. De Gaulle et la France ont voulu lutter contre l'histoire. Ce que Camus appelait, ces gens que Camus appelait, qui avaient placé leur fauteuil à l'envers, qui regardaient dans l'autre sens. C'était cela la France de l'époque. Et en 1960, il faut dire ce qui en était. En 1960, ce que les Français appellent l'armée française, appelait la victoire. Nous avions la victoire sur le FLN. Le plan Châle a été terrible. Il a été terrible. Le plan Châle a laminé l'ALN. Laminé l'ALN, les taux des lignes Maurice-Châle aux frontières a étouffé l'ALN. Les armes ne rentraient plus. Elles arrivaient, c'est vrai que des pays nous aidaient et apportaient leur aide. Je pense notamment à l'aide de la Chine en 1960-61, de la Chine, mais seulement les armes restaient aux frontières parce il fallait payer 80 à 85% de militants, de transporteurs. Et combien un soldat, combien d'armes peut-il amener de Tunis jusqu'en Oulaya 4, en Oulaya 5, en Oulaya 3 ou autre? Combien d'armes il pouvait amener? Combien de munitions pouvait-il amener? Un officier me racontait, il me disait, on a reçu des mitrailleuses qu'on appelait les faucheuses électriques, qui faisaient 1200 balles à la minute. C'est quoi que 1200 balles, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que les balles, on ne peut pas en recevoir autant qu'on veut. Donc c'était problématique. Il y avait non pas un essoufflement de la volonté, mais il y avait l'impuissance qui était causée par la radicalisation aussi des armées, de l'armée française, et avec l'aide considérable de l'OTAN. Une aide considérable, énorme, qui avait allégé les milliards que ça coûtait par jour, les 2 milliards par jour que la guerre coûtait. Grâce à l'OTAN, ça revenait à 600 millions. C'était important pour les Français. Et l'entrée en scène du peuple algérien, c'était parce que les étapes de ce que j'appelle le détricotage ont été nombreuses. Il y a eu la grande rupture de 1955. 1955, Frantz Fanon écrivait « Les choses ne seraient plus comme avant, c'était fini ». Il y avait une rupture, la grande rupture apportée par le soulèvement généralisé du Nord constantinois sous la direction de Ziroud et de tout. Et on dit Ziroud, c'est vrai que c'était le chef, mais c'était une décision qui avait été prise par l'ensemble du Conseil. L'ensemble du Conseil de la Oulaya, comme toutes les décisions, étaient prises à travers toutes les autres wilayas. Donc, cette rupture, cette première rupture, il y a eu d'autres ruptures qui sont intervenues. D'autres ruptures. Cela affaiblissait politiquement la France, mais ça affaiblissait aussi militairement. En ce que, en 1954, c'était des fusils qui s'étaient soulevés. C'était des fusils contre une armée, contre la 4e armée du monde, et ce n'est pas exagéré de le dire.
C'était des fusils. Et ces fusils se sont peu à peu transformés en armée. Ils se sont peu à peu transformés en armée. Ça rappelle un petit peu les fusils de l'émir Abdelkader, des 3 tribus de Reyes qui sont venus apporter un soutien. Il les a fédérés comme il a fédéré d'autres. Et l'ALN a été exactement, c'était des fusils qui se sont transformés en une armée qui va s'opposer, qui s'est constituée, avec des erreurs, beaucoup d'erreurs, c'est vrai, dans la stratégie, beaucoup d'erreurs dans l'organisation, mais peu à peu, cette armée s'est aguerrie, cette armée s'est formée en unité efficace, en unité... Et le détricotage, ça a été peu à peu. Cette armée, la pression de l'ALN a fait que combien de gouvernements entre 1954, si on prend juste entre 1954 et l'arrivée de De Gaulle, combien de gouvernements, combien de premiers ministres, combien de gouverneurs, combien... Le champignon, ça a été la République, la 4e République qui s'est effondrée. Et ça a été le fait de l'armée de libération nationale. Ça a été le fait du combat. Quand je dis armée de libération nationale, c'est-à-dire qu'avec bien entendu son émanation populaire, son origine populaire et jusqu'à 1958, bon, De Gaulle arrive. Et les Français croient que tout est possible. Ça y est, là, l'homme du 18 juin est revenu le 13 mai. Voilà, c'est la magie de l'enfant prodige qui revient, qui va sauver la France encore une fois. Cette fois, il va sauver la colonie, mais le mal était beaucoup plus profond. Le mal n'était pas dans les faits, dans le factuel. Le mal était c'est-à-dire, avait touché le système français lui-même, tout entier. De Gaulle ne fera rien du tout. De Gaulle n'apportera rien de plus que ce qu'ont fait les autres. Il a essayé, c'est avec De Gaulle que la guerre s'est intensifiée. Le plan Chasles, c'était le plan Salan de 1956. Le plan de Constantine, c'était un plan de Mitterrand de 1955. C'était des vieux plans, des trucs sortis de la naphtaline, comme ça, qu'ils ont amenés, qu'ils ont essayé d'appliquer, parce qu'il y avait de l'argent. Parce que De Gaulle avait reçu l'aide de l'OTAN, donc il pouvait appliquer le plan Chasles. Il pouvait appliquer le plan de Constantine. Le plan de Constantine qui, pour l'époque, était assez ambitieux. Il faut dire ce qu'il en est. C'est-à-dire pour l'époque, et l'état de l'Algérie à l'époque. C'est-à-dire sous-administré, sous-géré, socialement plus bas que terre, il n'y avait rien. Combien d'élèves étaient scolarisés? Ils ont essayé d'intensifier à partir de 54-55, quand la guerre a commencé. Ils se sont dit qu'il était encore temps de faire quelque chose. Mais c'était trop tard. C'était fini. L'idée qu'il avait lancée, l'idée de référendum qui avait été lancée une année auparavant, c'était en fait quelque chose de flou dans son esprit. Dans l'esprit de Gaulle, il y avait une réunion, parce qu'il a voulu piéger aussi l'ALN, la réunion des 100 jours, qu'on appelle la réunion des 100 jours à Tunis, qui réunissait les 10 colonels de l'intérieur, qui devaient apporter une solution à la crise politique au sein du GPRA, à la demande de Farhat Abbas, le président du GPRA, dans une lettre qu'il avait faite, qu'il avait signée en réalité, qu'il n'avait pas faite, qu'il avait signée. Mais ce sont d'autres questions. Je termine juste, je m'excuse, De Gaulle avait lancé cette idée, enfin elle était préméditée, dans le référendum. Parce qu'il y avait une réunion des colonels. Il s'est dit, si je lance cette idée, c'est la meilleure manière qu'il y a de les diviser, de pouvoir insinuer des brandons de discorde à l'intérieur. Et, bien entendu, ça n'a pas réussi aussi. Ça n'a pas réussi. Et donc, ça a été la situation intérieure du front qui a aussi amené
le peuple à intervenir, c'est-à-dire cet élan populaire est venu, disons, à point nommé pour rappeler l'exigence première et fondamentale du peuple algérien. Oui. Je voulais vous poser une question parce que j'ai lu ça. Vous l'avez, avec le monsieur aussi, vous l'avez touché. Mais la question que je voulais vous poser, c'était d'abord il y a les événements, vous les avez détaillés. Maintenant, vous voudrez passer à l'impact du 11 décembre. L'impact du 11 décembre, quel a été cet impact, comment le situer, etc. C'est-à-dire, quelles sont les répercussions? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des gens qui disaient que bien fou politique, etc. Et je voudrais avoir des éclaircissements sur l'impact. Quel a été l'impact du 11 décembre? Est-ce que ça a été un tournant décisif ou pas, etc. Donc la question est posée aux deux conférences. Oui, bien sûr. Est-ce que la salle peut participer aussi au Bien sûr. Allez-y. Le débat. Non, شوف non, mais allez-y. حاجة مهمة كي نتكلموا على لو كونتكست. هنا يتكلم على لو كونتكست، يتكلم على بيان فو بوليتيك حاجة اللي وضحت وبينت للعالم كامل. قلت لكم في المداخلة ديالي بلي لي مانيفيستاسيون بالرغم من فرنسا كانوا قدام العالم كامل. tous les journalistes étaient là présents. Le message est passé à New York. علاش قلت نيويورك؟ في هذيك الجملة كانت l'Assemblée générale des Nations Unies. كانت عندها زوج نقاط أساسية. النقطة الأولى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والثانية القضية الجزائرية اللي قلت لكم جاو مؤتمرات كثيرة، مؤتمر بوندونك تاع لي نون زالينيي تاع لي جروب افروازياتيك وكذا منا اللي ساهموا، لكن شكون اللي وصل ووضح وإلا في شك لا بروباغاند دو بروجي دو لا تروزيام فوا تاع دو غول هو الشعب كي خرج. هما واش كانوا يقولوا؟ فرنسا تقول لك لو شعب اسمه لو بوبل est avec la France. Le peuple est notre allié. Le FLN, ce n'est qu'une nébuleuse qui ne représente qu'elle-même. Une institution, j'allais dire, en déperdition. GPRA ne représente pas le peuple algérien, parce que le peuple algérien est l'allié de la France. La haleine, on l'a décimée, elle n'existe plus. Le professeur à la planche, Maurice, قضينا على الثورة الجزائرية. والدورة الجزائرية دوكا انفصلت، ما ولاتش عندها علاقة مع الشعب. الور هنا هاو اللي كيتكلم على بيان فو بوليتيك ويتكلم على اليقظة تاع الشعب الجزائري. اون ماجوريتي دي جون. شحال كان في عمرك؟ سيتي دي جون اللي ناضوا ووضحوا non seulement contre l'économie mais contre le CRS, contre les parachutistes, contre l'armée française. ناضوا واش يقولوا؟ l'indépendance de l'Algérie. هذه الكلمة وصلت لي أركان دي ناسيون زوني وكان عندها ان امباكت اكسترا اوردينير اللي حتى قلت لكم كيمرو تكلم لو غران ميزون اوليفيي لو غران ميزون تكلموا فرنسيين هيستوريان كبار، قال لك هاد لا ديفيرلونت هذه غيرت الوجهه تاع العلاقات الجزائريه الفرنسيه، بصح العلاقات تاع فرنسا مع العالم. Elle n'avait plus هذاك لالي انديفيكتيبل تاع الامريكان. خلاص الشعب قال كلمته. الشعب خرج ويقول لك لانديبوندونس لو اف ال ان جي بي ار يا اخي راهي مكتوبه، مازال مكتوبه في سيرفونتيس في الاخر في بلويس اكسيتيرا، مازال ان سول ايرو لو بوبل. خرجوا لو بوبل est déterminé, il a choisi sa voie, c'est l'indépendance de l'Algérie. Les institutions de la révolution, c'est elle qui le représente. Un pacte extraordinaire qui a été le tournant décisif pour le déclenchement de l'apport international. Quelle l'internationalisation de la voie de la cause algérienne sur la voie diplomatique. Un, c'est الشعب.
son autodétermination, sa liberté, son indépendance. هذا يعني إذا لخصت بصفة موجزة ووضحت. ما تنساوش باللي لا tournée de Gaulle ما جاش وحده. جا مع Pierre Jox. Et quand je vous dis Pierre Jox, c'était le ministre des Affaires algérien. Un ministère savamment préparé et un portefeuille conçu pour le route de table diplomatique. وشكون كان معاه؟ بيير مسمار. بيير مسمار اللي كان مينيستر دي زارمي. هذا ما جاش باش يقدم يعني une forme de plateforme de négociation ولا لا 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 لا. كان راح يقدم ان سيستم اللي يخلينا كما قال لك كما لي زوتر كولوني. سكو الشعب نا با غوبي وما قبلهاش واللي خرج له هاي اللي توري عبقريه لو جيني دو بوبل الجيريان اللي وضحت انه ما يقبلش مام هذا لو ديسكور كو سو لو ديسكور دوني اورو ولا لو ديسكور دوني تيزي وزو ولا بورتو. كان تظهر له انه قدم ان بروجي مي البروجي هذا وتكلمنا بروجي تاع البلان دو كونستانتين كومبيان دو بلان il avait déjà proposé. مي واش كان يقول une Algérie algérienne aux côtés de la France économiquement politiquement etc. mais qu'on a les négociations combien de négociations. D'ailleurs j'ai proposé باش يكون ان شاء الله un film سميتو la troisième dimension تاع les accords d'Évian وين تكون النظره تاع لي سويس. النظره تاع لي سويس تتكلم على لا ديفيرلونت تاع لي مانيفيستاسيون هذوما تتكلم على لو 11 ديسمبر والابور تاعو الامباكت تاعو et son l'internationalisation de la cause algérienne اللي خلى القضيه الجزائريه تعرف وتاثر كذلك على مداولات الجمعيه العامه للامم المتحده واللي درست فيها قضيه مصير الشعوب ودرست فيها في 19 ديسمبر 1960 القضيه الجزائريه اللي خلات ديغول فيما بعد كي يتكلم على لو ريفيروندوم ولا يقول انا ما كنت راح نقدم الى مشروع راح يساعد الجزائريين فيما بعد. وهنا قلت لكم اكدت كذلك au-delà des discussions des résolutions اللي خلاص قبلوها ولا une résolution اللي تقبلت على l'autodétermination وتقبلت على كيستيون الجيريان باللي تدي الانديبوندونس تاعها بسواعد لايلان بسواعد لي انستيتيوشن دو لا ريفولوسيون بسواعد الشعب الجزائري اللي وصلوا هذا الكلمه الموحده بين لي انستيتيوشن و لو بوبل. وخلات حتى الولايات المتحده الامريكيه تقول بلي هذا الشعب راه متسق وسينرجي افيك سي انستيتيوشن واللي لازم يحصل على الانديبوندونس تاعو. هاي ليك عبقريته وهاي ليك لا ماجي تاع لو 11 ديسمبر لي مانيفيستاسيون دو 11 ديسمبر 1960 tel que je les vois tel que je les ai analysés à travers les archives تانيك. شكرا. Monsieur Boukhalifa, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant l'impact de l'international? Rappeler que la visite de De Gaulle à partir du 9, c'était ce qu'on appelait la tournée des popotes. De Gaulle avait pour habitude d'aller voir les casernes. Absolument. Il venait faire la tournée des popotes pour conclure, pour lui, conclure les opérations Chal, féliciter l'armée pour ses succès au niveau des acquis par ces opérations. Seulement dire qu'on a gagné une guerre. Quand une armée gagne une guerre, elle retourne à la maison. Elle retourne en France. Or, jusqu'à 1962, il y avait 800 000 soldats et assimilés français en Algérie. S'ils avaient gagné cette guerre, ils seraient retournés chez eux. C'est la logique même. Donc, ce souci de redorer le blason de l'armée, c'était pour pouvoir aborder le projet européen gaulliste sans complexe vis-à-vis des autres armées européennes qui disaient, et Westmoreland, qui était responsable des armées américaines au Vietnam, avait dit une chose à propos de l'armée française. Il avait dit: que peut-on apprendre d'une armée qui n'a pas gagné une guerre depuis Napoléon? C'était exactement l'esprit qui restait après 1962. L'armée française est devenue une armée de putschistes, une armée de coup d'État, une armée qui a attenté à la vie même du président de la République. Voilà ce qu'elle était devenue par des coups de boutoir, par cette guerre de libération longue, lente, brutale, sauvage, qui a été totale contre le peuple algérien. Merci.
Est-ce qu'il y a une question pour ne pas frustrer l'assistance? Est-ce que vous avez des questions à adresser? Ça a un âge. Parce qu'on a vécu le 11 décembre. Sur le plan historique déjà, il y a 3 points que vous n'avez pas cités. Moi, je ne suis pas historien, je suis ingénieur. Ouais, d'accord. Premier élément, si vous voulez, c'est la visite d'Eisenhower, président des États-Unis, dernier voyage en Europe, le 5 septembre 1959. Il rencontre De Gaulle. Vous trouvez ça dans les mémoires d'Eisenhower. Il lui dit: je ne veux pas de régime communiste en Afrique du Nord, parce que le GPRA venait de conclure un accord d'aide militaire avec la Chine. Et il y avait même ce fameux article du New York Times montrant les Chinois sont déjà à Tunis. Alors que c'était une photo de Abd Ben Taubel avec Farhat Abbas. Et ils ont assimilé Farhat Ben Taubel à un Chinois. Quand les Chinois sont déjà... Donc, Eisenhower a dit: réglez-moi le problème algérien à De Gaulle. De Gaulle, le 16 septembre, lance son projet d'autodétermination. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, vous parlez de la guerre qu'a menée Charles. En décembre 1959, Charles avait protesté auprès de Gaulle. Pourquoi? J'ai gagné la guerre, pourquoi vous leur donnez l'autodétermination? Relisez la lettre de Gaulle à Charles. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez mis, je vous ai tout donné. Il y a 20 000 soldats à l'est, dans les frontières, il y en a 20 000 à l'ouest, et il y en a 20 à 30 000 à l'intérieur. Et chaque fois qu'un homme à l'intérieur meurt, le lendemain, c'est écrit de la main de Gaulle, un jeune de 18-19 ans le remplace dans les maquis. Et toute la force navale est le long des côtes algériennes. Où est votre victoire? Ils sont 40 000 à 50 000, et vous êtes plus de 600 000. C'est écrit. Donc, il rejette De Gaulle lui-même dans sa lettre à Charles. Il rejette la victoire que revendiquait Charles. Donc, De Gaulle lui dit. Troisième élément, vous le lirez aussi dans les mémoires d'Alain de Sérigny. Alain de Sérigny était ici, directeur de l'écho d'Alger. Il va voir De Gaulle, il est reçu en décembre 1959. Il lui dit: mais vous lâchez l'Algérie, vous êtes ceci, c'est grave, c'est toute la civilisation, et il parlait au nom des colons et des Européens. Évidemment. Que lui dit De Gaulle? Il lui dit: c'est l'histoire. Nous avons, au mieux, l'indépendance, elle est là, elle vient. Au mieux, nous aurons un Houphouët-Boigny, au pire, nous aurons un Sékou Touré. Voilà la réponse de Gaulle, en décembre 1959 aussi, à Alain de Sérigny. J'arrête là pour vous dire c'est les 3 éléments historiques à Douma. Maintenant, décembre 60. Nous, on était gosses. J'avais 15 ans, j'étais lycéen dans l'actuel lycée Oqba. On l'appelait à l'époque le collège Guimin. À 10h30, descendant de la rue de la Casbah, un groupe de jeunes qui manifestaient. C'était le dimanche 11 décembre, Algérie algérienne. Parmi eux, j'ai reconnu 3 jeunes qui étaient venus me recruter en juin, juillet, août pour le MNA. C'était des messalistes de Bebjdid et de Berjbah. Et il y avait parmi eux aussi des bleus, Souk el-Jem'a. Et il y avait parmi eux aussi des harkis habillés en civil. La SAU de Bebjdid, des Mokhazni. On les a reconnus. On a manifesté avec eux Algérie algérienne. On a essayé de descendre la Rome-Valley, ما خلاوناش باش نحطوا الكارتي européen. دخلنا لسيدي عبد الرحمن, خدينا السنجاق تاع سيدي منصور. Vert. ما كانش عندنا drapeau algérien. Mon père était dans l'organisation du FLN, dans la zone 6. Il n'était pas au courant de ces manifestations ni rien. Le FLN n'était pas au courant. Moi, je le dis pour l'histoire, pour le Shuhada. On a pris en main l'achor. La manifestation. Je vous assure qu'on leur a volé la manifestation de la 3e force.
Et on a voulu dire Algérie indépendante, ma kharjatch comme slogan. Algérie musulmane. On voulait dire qu'on a في la rue Saint-Vincent de Paul, خاطر ما قدرناش نجوزوا على لا rue بوتا وين كان البوست تاع لارمي. On avait manifesté حبطنا صحة الشهداء البالي. On a ما خلاوناش في l'avenue du à l'époque ça s'appelait l'avenue du 8 novembre كيما البوستا. ما خلاوناش كانوا لي سي ار اس تما غالقين. عاودنا ولينا طلعنا. Donc, on a dit comment on va changer. Algérie indépendante, ma djouj. Vive le GPRM, ma djazet. Djouzna avec le slogan Algérie musulmane. Donc, je vous dis aussi autre chose. Comment kharjna le truc Abbas au pouvoir. Oui. Ça, beaucoup de gens le disent qu'est-ce kharj min an shab. Je vous assure, nous les collégiens du lycée, du collège Guima, qu'on a tout un groupe. Wesh qulna. On se souvenait que vers le 16 ou le 17 mai 58, dans la cour, le matin, on va tous au forum, et aujourd'hui, on va le slogan, c'est De Gaulle au pouvoir. Les gens à la manifestation, au forum. De Gaulle au pouvoir. Je vous assure, Abbas au pouvoir. C'était vers 12h30, vous les historiens, je vous le donne, vous pourrez après triturer dans l'histoire, vous trouverez ça. Parce que les Français, ils ont tout noté. Donc, Abbas au pouvoir, Algérie musulmane, je vous assure, et les manifestants, vous croyez que c'était des gens de 25 ou 30 ans ou 40 ans, je vous assure que c'était entre 12 et 19 ans. C'était des jeunes. Et comme maintenant, vers 2h30 à peu près, j'ai داخلين باش نروحوا لا rue d'Isly بالسنجاق هذاك. Et on criait Algérie musulmane, Abbas au pouvoir. غير خرجنا الفيراج هذاك تاع لا rue Rondeau كيما قاود بن كانون, il y a un virage. On a en face de nous le marché de la Lyre. Il y avait deux half-tracks qui fermaient la rue. Sans aucune sommation, on nous a tiré dessus. Il y a eu un massacre. Ce que je regrette aujourd'hui, il n'y a aucune plaque, aucun souvenir là-bas sur place de tous les jeunes. Sur les gargotes, sur l'étape des gargotes, ils essaient de soigner les blessés. Vous savez avec quoi ils essaient de soigner les blessés? Je vous assure. Les blessés, les manifestants des HBM, du ruisseau. Je l'ai entendu. Je n'ai pas inventé ça. Quand des HBM du ruisseau, les Mustafa, ils les ont achevés sur place. Donc, il a été décidé d'ouvrir un hôpital de campagne. Oui, en face, rue Randon, il y avait un bain de douche. C'est dans ce bain de douche qu'ils ont emmené les blessés. Il y avait une pharmacie à côté. راح يكسروها باش يحلوها. جا واحد قال له نعرف اللي يخدم هي تاع يهودي, راح جاب المفاتح الخدام تاعو حلوها. Il y avait au deuxième étage de l'immeuble en dessus, il y avait le cabinet du docteur Ousdiq. Donc avec ces trois éléments, on a créé un hôpital de campagne. Et vous savez qu'ils ne le disent pas dans l'histoire. Il faut aujourd'hui que notre témoignage, Hana vivant le dit. C'était un étudiant en médecine en 5e année. C'est lui qui a pris en main les blessés. C'était le docteur Hadi Flissi. Voilà pour l'histoire. Vous pouvez vérifier ça. Les élèves infirmières à le boulevard de Verdun. Il y avait l'école d'infirmières à la Croix-Rouge et l'école de sage-femme. Et ils ont essayé de sauver les blessés. Mais je vous assure, d'après mes informations, parce que le lundi matin, quand on est repassé, on est resté là-bas jusqu'à 8h du soir. Le Hadi Flissi مسكين là ici. Le lundi matin, طلع في السطح. وتاوش جابوا له. Ça aussi pour l'histoire. Les tréteaux تاع الطراحين. تعرفش les tréteaux تاع الطراحين pour faire. Ils ont fait truc في السطح. C'est ça ce qu'il a mis comme planche pour pouvoir essayer de sauver encore. Et il essayait de travailler. Il a travaillé toute la nuit avec ses infirmières. Et les blessés, parce que c'était des balles explosives, 12-7 mitrailleuses lourdes. Voilà à peu près. Donc, le 12, la nuit du 11 au 12. Alors, moi, je parle toujours de la casse-main, je ne parle pas du reste. Hein. L'organisation a pris en main la chose. Il n'y avait pas de l'organisation du FLN auparavant.
C'est la nuit les femmes sur les terrasses ont manifesté comme manifestaient auparavant les pieds noirs. Les pieds noirs, ils faisaient des manifestations de casseroles. Et elles ont aussi confectionné au cours de la nuit du 11 au 12 décembre les drapeaux. Le lendemain, les terrasses de la Casbah étaient pleines de drapeaux. Les Français battent 2 hélicoptères. Et les hélicoptères ont tiré à la mitrailleuse sur les terrasses et beaucoup de femmes sont mortes ce jour-là, le 12 décembre, entre 10h30 et 2h de l'après-midi. Ça, on l'a vécu. C'est la synagogue de la Casbah. 3 gosses sont montés. C'est des gosses de 12-13 ans. Pour planter le drapeau au-dessus de la synagogue. C'était le seul bâtiment qui était dans notre zone occupée par nous. Parce que la nuit, on avait mis les barricades. Eh bien, les 3 gosses ont été tués par les hélicoptères. Mitrailleuses. Donc il y a eu une révolte terrible. On a détruit la synagogue alors qu'auparavant on l'a protégée. Parce que les 3 gosses ont été tués par les hélicoptères. Vers 11h30, on nous a dit, les journalistes, la rue Boutin, il y avait les journalistes là-bas, journalistes étrangers, journalistes français. Je vous donne même le nom d'un journaliste français, celui d'Europe 1, Julien Besançon. Pour l'histoire, vous les historiens, cherchez dans les archives d'Europe 1, vous verrez. Julien Besançon à 11h30, rue Boutin. Et on voulait nous dire, parce qu'on voulait parler en anglais, parce qu'on était des lycéens, et le journaliste américain dit, parlez en français, je comprends. Il dit un militaire français, parce qu'il était en civil, mais alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On a reconnu que c'était un militaire, parce qu'il avait la coupe à la brosse, et il était grand, il faisait 1m85, on voit que c'était un para ou quelque chose. Il n'y a pas que le FLN qui manifeste, il y a aussi le MNA. Je vous assure que je l'ai entendu, Machik Al-Wahali. Voilà. Et donc il y avait aussi des journalistes allemands. Donc ils nous ont posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut l'indépendance. J'ai répondu, comment? Donc nous avons un président. C'est M. Farhat Abbas, allez négocier avec lui. Je vous assure, on avait 15 ans. Mais on avait une conscience politique parce qu'on lisait Le Monde, on lisait France Observateur, on lisait l'Express, et on écoutait les radios. Toute la nuit, on chauffe les ondes courtes. Même la radio de Bagdad, on l'écoutait la nuit. À 1h, 2h du matin, les ondes courtes. Donc on avait une conscience politique très rapide. On était jeunes, mais mûrs avant l'âge, comme il dit Aznavour, les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Et pardon, votre voix a été transportée jusqu'à New York. Mais nous, on ne savait pas. Je vous assure, on l'a appris plus tard. Les Allemands, qu'est-ce qu'on peut venir? On ne venait pas maintenant. L'après-midi, qu'à 2h, 1h30, 2h, on vient. On ne venait pas par la rue Boutin. Venez par la rue Salus, par le gars qui les accompagnait, je connais, Djabouhum. Rue Kléber. Rue Kléber, sur les murs de la Casbah, les paras, les services psychologiques. Ils avaient écrit des slogans sur les murs. Vous pouvez retrouver certains slogans encore. Par exemple, le FLN a perdu la partie. Les paras ont battu Nasser. Et il y avait un autre slogan, il n'y aura pas de Dien Bien Phu en Algérie. C'était écrit sur les murs de la Casbah, rue Kléber. Wesh les Allemands. Ils ont photographié avec eux. Moi, je ne savais pas. Par la suite, j'étais avec Redam El-Kalainer, on parlait du 11 décembre. Les Allemands, la presse allemande, le mercredi, a écrit et a montré la photo de la Casbah. Il n'y aura pas de Dien Bien Phu en Algérie. Un Dien Bien Phu politique en Algérie. En les manifestations du 11. Mais à l'époque, on ne bennash. La Casbah, on l'a fermée jusqu'au vendredi. Comment on a arrêté les manifestations? Je vous assure qu'on a écouté, je crois, le jeudi soir, le discours de Farhat Abbas. Nous remercions pour les manifestations et nous disons d'arrêter. Et bien le lendemain, on a arrêté.
Le vendredi, on a arrêté les manifestations. Wesh tsar. D'ailleurs, le dernier qui est mort, je crois, ce vendredi, c'était Fissostara. Il y avait une manifestation, et il y avait les paras de l'autre côté. Et les paras, ils ont dit, envoyez-nous un élément pour nous discuter. Un des journalistes qui était présent, Abdelrahman, il était avec le groupe. Un jeune kharaj, soi-disant pour discuter avec les paras. Un tireur d'élite, Djabou Temtem, Habto. C'est le dernier mort, je crois. C'est le vendredi matin. Voilà un peu comment ça s'est... Vous voyez comment ça s'est passé le 11 décembre. Et la nuit du vendredi au samedi, les paras, tout un commande, des commandos. Et les... Comment on appelle ça? Les trucs alpins, les chasseurs alpins. Donc ils nous ont pris en étau, mais on avait arrêté les manifestations, c'était fini, parce qu'on avait, je vous assure, on était jeunes, l'organisation était pas tellement organisée, hein, on est de renaître, il faut le dire. La zone 6 n'était pas encore bien implantée à Alger. Donc il l'avait dit une fois quand il était là. Donc voilà à peu près le témoignage. On n'a rien à... Merci. Merci beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui c'est une très belle journée parce qu'on a eu le témoignage oral, oui. Oral, vivant, de quelqu'un qui a vécu dans un quartier ces événements, et en même temps on a l'analyse qui va au-delà de l'événementiel pour restituer dans une globalité cet événement et le replacer dans un cadre beaucoup plus global. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez si bien exprimé, d'une simple guerre, mais d'une révolution qui aura un impact africain et planétaire très important, parce qu'il va faire exploser l'idée, le concept même d'empire. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que l'on dit que la révolution algérienne a eu aussi un impact sur de nombreux mouvements de libération à travers le monde. Ce n'était pas qu'un conflit circonscrit au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'une wilaya ou d'un territoire, mais de par l'idée que l'on va se faire dorénavant de la puissance coloniale qui a été brisée net, disons à partir de 1954, mais qui a eu aussi un développement à partir de ces manifestations pour montrer qu'il n'y avait pas que le fusil, mais il y avait aussi une conscience politique, une façon d'être, de se projeter aussi bien dans le pays, mais aussi au niveau international. Et c'est à ce sens-là que les manifestations de décembre 1960 ont vraiment représenté une étape qualitative, parce que c'est aussi un coup de poing lancé contre certaines idées reçues. Voilà ce que je vais vous dire, et à ce titre-là, je vous remercie beaucoup. Vous nous avez vraiment aidés par votre témoignage, mais aussi par vos analyses. Merci. Barakallahu fikum. Ça a été très enrichissant. Monsieur Mourchdi, s'il vous plaît. Un petit témoignage, mais très bref. Tfadal. Si vous permettez, hein. Tfadal. Je montre votre Marhaba bikoum. Concernant les témoignages oraux. Très bien. Si vous pouvez vous adresser à l'assistance, comme ça. Tfadal hana. Regardez par là, s'il vous plaît, et parlez. Marhaba bikoum. Salam alaikum, je me présente, monsieur Loudissé Taoudia, natif de la Rampe-Vallée, limitrophe de la Casbah d'Alger, président de l'association des amis de la Rampe Lounia-Reski, qui a pour vocation la mémoire, la culture, les repères, en direction de la jeunesse algérienne et des générations montantes. Ce que j'ai vécu, je vais être très bref. La Casbah d'Alger, au mois de décembre, j'ai participé, comme tous les adolescents de mon âge, à la manifestation. Monsieur Amara, il a fait, moi, ce que je voulais signaler, ce que j'ai vécu.
les manifestations de décembre, finalement, c'est un élan populaire auquel j'ai participé. Et là, ce qui m'est resté ancré dans ma mémoire, ce n'est pas cet élan populaire. Cet élan populaire, il y en a eu. Il y a eu un élan populaire que nous avions vécu. C'était lors de la grève, la première grève inédite de 8 jours en 1957, ce que on a tendance à oublier. Nous avions vu la réponse qui a été donnée par le peuple algérien au gouvernement français à tête de cécité politique. Il ne concevait pas une guerre menée par un peuple. Or, si on remonte au mouvement nationaliste, au mouvement national indépendantiste, eh ben c'était à cette époque, depuis l'étoile nord-africaine, et il y a eu le relais du mouvement national indépendantiste. Eh ben, la formule était très simple, d'une simplicité incroyable. La France a envahi l'Algérie. Eh bien, je crois qu'il y a une seule voie. Il faut la chasser. Comment? C'est le peuple qui doit la chasser. Avec quoi? Eh bien, des hommes ont milité dans ce sens et l'histoire là-dessus a tranché et leur a donné raison. Maintenant, le point intéressant de l'histoire, c'est la femme algérienne. Nous avons, bon, j'avais 15 ans, adolescent. Il y avait un élan populaire. Arrivé à un moment, au bas de la rue Rondon, un quadrillage militaire incroyable, impressionnant. Eh ben, bon, les hommes qui étaient en première ligne, qui étaient nos aînés, ont entamé un dialogue avec l'armée. Laissez-nous passer, nous voulons aller à Bellecour, nous avons nos familles, nous ne ferons rien. À un moment donné, des voix féminines. On se retourne, des femmes, de jeunes femmes, de très jeunes femmes, habillées en haïk blanc. Une haie d'honneur s'est faite, tout le monde s'est retiré, elles sont passées. Elles ont pris la place des hommes en première ligne, les hommes ont reculé. Vous savez comment qu'elles ont parlementé avec l'armée colonialiste? Ils ont foncé sur le chevaux de frise. Et elles ont poussé des youyous. J'ai vu de mes propres yeux la troisième armée, troisième puissance de l'OTAN, paniquer uniquement au cri de ces youyous. À ce moment-là, elles ont foncé, elles ont défoncé les chevaux de frise et les premières rafales ont été tirées. J'ai vu, je n'oublierai jamais, la femme qui était dans ma proximité, habillée en blanc, je l'ai vue tomber, devenir une bouillie rouge. Ce que je vous dis, je l'ai transcrit dans un article d'El Moudjahid, dans un article sur la presse nationale, de manière à ce qu'en étant témoin d'un vécu, je tiens absolument à ce que cela soit transmis aux générations futures. Maintenant, pour la France, la France, la seule réponse, Mitterrand, l'Algérie, c'est la France. Le sang appelle le sang, la seule négociation, c'est la guerre. Eh bien, finalement, ils n'ont rien compris à une guerre populaire qui a été menée et la France a été chassée. En dépit de tout ce que l'on peut avancer, c'est une réalité historique et l'histoire a tranché. Je vous remercie. Merci. Je voudrais vous poser une question parce que ça me tient à cœur. J'ai entendu une information concernant l'ouverture des archives françaises, c'est-à-dire archives de police et de gendarmerie. Je voudrais très succinctement avoir votre sentiment. En ce qui concerne, juste d'un mot, en ce qui concerne les archives de police très particulièrement, elles avaient été ouvertes depuis les années 60. Déjà, d'ailleurs, Yves Courrière a travaillé essentiellement sur les archives de police. Les archives de police ont ceci de différent des archives de l'armée, c'est qu'elles sont beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus ouvertes. Elles sont
En plus, il y a énormément d'erreurs, de fautes, parce qu'elles sont constituées de rapports d'indices, de rapports très peu précis, qui ne sont pas... Ce ne sont pas des archives qui ont une valeur historique comme les archives de l'armée d'une façon générale, quoique nous en avons besoin. Nous avons besoin de tout ce qui nous touche, tout ce qui touche le moindre détail de la guerre de libération et du reste, bien entendu. Parce qu'il ne faudrait pas considérer la guerre de libération comme le point de départ de l'histoire de ce pays. L'histoire de ce pays date de 2 400 000 ans, selon ce que nous a appris le professeur Sahnoun, et je crois que nous n'en faisons pas assez. Je veux revenir à ceci de très important chez nous, c'est que, faute d'archives, nous nous sommes trouvés très souvent dans l'impossibilité de démontrer un certain nombre de choses qui pour nous sont évidentes. Pour la mémoire collective nationale, sont des évidences. Mais faute d'archives. Et je trouve que nous ne faisons pas, nous ne parlons pas assez de notre histoire, nous ne nous situons pas suffisamment dans cette histoire pour pouvoir en imposer. Parce que si le président Macron a dit ce qu'il a dit, s'il l'a dit avec autant de facilité, s'il l'a dit en 2021, 60 ans après l'indépendance nationale, je crois qu'il l'a dit, ce n'est pas par ignorance, c'est parce qu'il savait que c'était disons, le défaut de la cuirasse, que nous étions fragiles à ce niveau-là. Ce n'est pas le premier. Les Égyptiens, les journaux égyptiens l'ont fait. Souvenez-vous du match Algérie. On nous a sorti ce peuple sans histoire. Le voisin de l'Ouest aussi passe son temps. Oui, vous n'avez pas de... Et ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, c'est offensif. Il semble qu'ils sont un peu d'accord sur ça, parce que nous n'en faisons pas assez. Une découverte fondamentale a été faite par le professeur Sahnoun et l'équipe d'archéologues et d'historiens internationaux, puisqu'il y avait des Australiens, des Espagnols, des Hollandais dans cette équipe de Ain el-Halch. Et nous n'en avons rien fait. Exact. C'est exactement comme un jour, j'étais ici dans ce grand journal qui était mon école, qui est mon berceau de journaliste, et j'en suis fier. Oui, voilà, oui, j'ai commencé à travailler en décembre 1969 à El Moujahid. Et je voulais revenir sur ça, j'avais fait un jour j'avais lu dans Le Monde, et puis Le Monde avait fait une page, avec une page entière, avec une annonce en une sur la citelle de Kabylie. Et bon, nous, on n'était pas au courant de cet oiseau-là. C'était un oiseau préhistorique. Alors les journaux, les équipes, les télévisions, ils ont enregistré le chant. Ça s'est passé du côté de Yakouren, c'était des Belges, des Français. Enfin, c'était... ils ont fait... Hein. Et puis j'ai appelé le ministère à l'époque, le ministère des Forêts, mon ami Yousfari, parce qu'il connaît l'histoire. J'ai appelé, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de citelle de Kabylie le copain qui était machin au ministère, voilà, c'est comme ça qu'on m'avait répondu. Et c'est exactement de la même manière quand on leur dit qu'il y a des outils humains qui datent de 2 400 000 ans. C'est-à-dire que c'est le berceau de l'humanité. Et on ne veut pas. J'étais à Marnia il n'y a pas longtemps, j'ai été à Marnia dans le cadre d'un travail de recherche sur les murs Abdelkader, et j'ai fait un saut à Tirnif, j'ai vu l'état des lieux où on a trouvé l'homme de Palikao, 600 000 ans, l'état des lieux, et le professeur Sahnoun, qui encore lui... ils ont décidé d'agrandir l'espace parce qu'il a dit nous n'avons trouvé qu'un mandibule, ce n'est rien du tout. Mais il faut chercher encore. Et il a décidé de reprendre la recherche, mais il y a eu la Covid qui l'a empêché. Et j'ai appris que le chef de Daara voulait en faire une gare routière. Donc c'est pour revenir à la question de mon ami en ce qui concerne les archives. Oui, il faut récupérer toutes les archives, mais il faut également savoir comment les protéger.
Il faut les protéger. C'est exactement comme les crânes que nous avons récupérés. C'est un moment extraordinaire. Mais ils sont enterrés enfin dans le pays, dans leur terre, dans leur sol. Et c'est exactement la même chose. Il faut récupérer tout ce qui nous concerne. Et nous ne l'avons pas fait en 60 ans. Nous n'avons pas fait grand-chose dans ce domaine. Hélas, il faudrait y penser et y penser sérieusement. Merci. Merci beaucoup. 5 minutes, bac sur les archives, si vous permettez. Voilà pour continuer sur un même corollaire de ce que vient d'annoncer M. Bouchalfa. Tout à l'heure, j'ai parlé j'ai parlé en direction des responsables des institutions en charge de l'aspect patrimonial. Nous avons 3 textes. Texte loi sur les archives, le texte cadre, le texte de la loi sur la préservation du patrimoine et le texte sur le Moudjahid et le Shahid. Si vous voulez analyser ces textes-là, par une autre personne étrangère au pays, elle dira que chaque texte a été pris ou promulgué dans un pays différent de l'autre. Nous n'avons pas cette synergie institutionnelle. Ça, c'est l'autocritique qu'on doit se faire. Ces institutions-là doivent se hisser au diapason du discours présidentiel. الرئيس من الجهة يقول هاي لك السياسة ديال الدولة والاستراتيجية تاع الدولة في الارشيف في الممتلكات الثقافية بصفة عامة. ولي انستيتيوشن راهم بيناتهم هذا يخبي انفورماسيون على لوطخ. مشكل كبير. الآن عندنا un conflit entre historiens et institutions patrimoniales. Là, il faut qu'on ouvre nos archives. Nos archives, c'est notre fierté. Je parle en connaissance de cause parce que je suis archiviste. Ok, j'ai fait Sciences Po, mais je suis archiviste. J'ai participé à la délégation algérienne de la commission mixte algéro-française sur le contentieux archivistique. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, ils ont un code du patrimoine. حنا مازلنا في القانون تاع 88 parti unique dirigisme économique. Ces responsables doivent se hisser au diapason du discours présidentiel en travaillant sur ces textes-là. En montrant aux Français بلي ما كاش غير الكونتونسيو archivistique algéro-français. Les Espagnols واش داو لنا منا. Et les Turcs واش عندهم؟ أنا j'étais dans les pays scandinaves. La Suède regorge d'archives importantes de l'Algérie qui font notre gloire. Il y a les rapports aussi des consuls d'Angleterre, des États-Unis, de Suède, etc., etc. Tout ça, on doit plaidoyer pour une politique des archives nationales. Une politique nécessite un audit. Parce que ce que viennent de dire donc à nos aînés, c'est un témoignage oral, un témoignage archivistique par excellence, qui doit s'appuyer bien sûr et doit bien sûr combler les lacunes, les textes d'archives. Tout à l'heure, mon ami M. Bouchalfa a parlé aussi des lacunes où il y a des approximations qui existent dans les rapports de police et de gendarmes. Je connais le témoignage oral. Il parle de détails et de précision. C'est pour ça qu'il faut, Inch'Allah, Kamel en plaide pour cette politique au niveau national. Dans l'article 64 technique de la loi sur le Moudjahid et le Shahid, où je trouve clairement, d'une manière nette et précise, il est constitué auprès du président de la République un haut conseil de la mémoire de la nation. Oui, le législateur algérien aurait pu dire il est constitué une personnalité physique qui se chargera de la mémoire de la nation. Mais non, il n'a pas les institutions. Maintenant, الناس اللي عطاهم رئيس الجمهورية هاد المهام وهاد المهمة لازم يقوموا بها au devant de leur institution. Mais sinon, je me rappelle valoriser les aspects patrimoniaux par des textes. C'est les responsables qui sont actuellement responsables qui doivent le faire. Ou un élan patriotique, mais un élan technique qui revient à remplir ses attributions. Les attributions, les méditums de Stour, les méditums d'Oula. Où il y a la conjonction. Bien la jeunesse, ou bien les institutions d'Yaoulha, ou bien qu'on a une approche rétrospective, plus prospective. Parce qu'avoir un forum qui m'a aidé, لازم نشوفوا هنا les étudiants, لازم نشوفوا aussi les hommes politiques pour leur parler. Un forum qui m'a aidé, où il تلقاه dans les pays qui se respectent, dans les pays avancés.
aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Et ce n'est que pour ça, je vous remercie, Monsieur le PDG, au Kemelo, c'est un encouragement et un pas extraordinaire dans le management de l'histoire que vous êtes en train de faire, Rabbi Yufaq, Inch'Allah. Merci. Donc, je vous remercie pour les précisions. Inch'Allah, peut-être qu'il y aura d'autres forums pour essayer de rejoindre le sentiment de notre ami professeur, c'est-à-dire faire du forum Ghana. Je ne dirais pas, le mot peut-être il est un peu excessif, mais disons une plateforme. Il y a fait comme ça.